Je passe tout de suite la parole à nos invités exceptionnels, puisqu'il va être question de choses dont on ne parle pas souvent, malheureusement, dans le cadre de cette librairie, et d'un ouvrage un peu atypique, mais je pense que le mieux, ce sera que, du fait de mon incompétence, que ce soit les auteurs qui, à la fois, se présentent et présentent leurs livres sans plus tarder. Tu veux commencer à te présenter ? Je me présente, Claire Doussard, enseignante-chercheuse en aménagement et voilà, enseignante à l'école spéciale d'architecture. Bon, Julien Billion, donc moi je suis sociologue et enseignant-chercheur en école de commerce à l'ISC Paris. Et on est là, on est ravis, déjà grand merci à la librairie Tropique, on est ravis de parler de ce sujet-là, le sujet des entrepreneurs en situation de handicap, qui est un vrai sujet. Et on entend tellement de choses sur le handicap et tellement de choses aussi sur l'entrepreneuriat, que c'est un petit peu l'objectif de ce livre-là, c'était d'aller un petit peu à contre-courant dans les idées, dans les a priori et les préjugés autour des entrepreneurs en situation de handicap. Et donc avec Claire, donc là on a marié un petit peu la géographie et la sociologie et les sciences de gestion pour essayer de comprendre un petit peu mieux qui sont ces personnes, c'est quel type de profil d'entrepreneurs en situation de handicap et quel type d'activités sont créées, comment ces personnes-là sont motivées pour aller vers l'entrepreneuriat, parce que c'est pas un choix anodin aussi l'entrepreneuriat, donc c'est quoi les motivations, comment en fait ces personnes se déplacent aussi dans l'espace, et est-ce que finalement l'espace public est approprié pour les entrepreneurs en situation de handicap pour bien développer son business, et est-ce que c'est une situation facile, difficile, comment on est vraiment dans ce livre-là sur comment ils perçoivent leur propre histoire, on est vraiment dans l'intime, dans les récits de vie, dans parfois les peurs, dans les émotions, parfois les victoires, les angoisses, les combats, parce qu'il y a malheureusement et heureusement en même temps, parce que pour certains c'est aussi une force d'énergie qu'ils arrivent à puiser autour de ces combats-là. Voilà, c'était un petit peu les différents enjeux. Le grand enjeu, en tout cas pour moi en tant que sociologue, c'était vraiment essayer de comprendre un petit peu leur propre intimité, leur représentation autour du handicap, de l'entrepreneuriat, et voir finalement s'il y avait aussi des représentations qui étaient un petit peu similaires entre les personnes qui sont dites valides et les personnes qui sont en situation de handicap par rapport à la perception à la fois du handicap et à la fois de l'entrepreneuriat, parce que c'est deux sujets croisés. Petite, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé avec Claire, mais nous on est vraiment sensible sur la question de handicap, mais on est aussi vraiment sensible sur la question d'entrepreneuriat, puisque nous aussi on a créé des entreprises. Donc ça c'était nos deux grands points communs qu'on a essayé de fusionner dans cette recherche. Voilà, peut-être quelques précisions. Donc on a interrogé 20 entrepreneurs en situation de handicap sur une recherche qui a duré près de 3 ans, donc handicap moteur et sensoriel. Avec une variété de profils, à différents âges, différents moments de leur carrière d'entrepreneur, différents types d'entreprises, avec différents corps de métier, que ce soit des kinés, des restaurateurs, des gens qui sont dans la tech. Et c'était vraiment très enrichissant de rencontrer ces personnes, parce que ça force un peu le respect, moi je trouve, en étant entrepreneur. Julien et moi étant entrepreneurs, on sait à quel point c'est dur d'entreprendre, il faut un peu de l'audace, et on s'est dit, voilà, le titre de notre bouquin a été trouvé, parce qu'en effet, il faut être audacieux pour entreprendre, et il faut être d'autant plus audacieux pour entreprendre quand on est en situation de handicap. Donc, et ce qui était intéressant aussi de ce qu'on a vu dans les histoires, c'est qu'en fait, on a des profils d'entrepreneurs très différents, donc des types de business très différents, mais aussi on a des créateurs d'entreprises, tout frais entre guillemets, après à lancer le business. On a des entrepreneurs qui sont plus que confirmés. On a même dans les 20 personnes qu'on a rencontrées, une personne qui était détenteur d'une holding avec 20 entreprises. Donc là, on est dans des dynamiques et des logiques aussi très très business. Et ce qui était intéressant aussi, je trouve, dans leur discours, c'est qu'à la fois, on a des entrepreneurs qui sont vraiment pure business. Alors là, on avait l'impression d'avoir des serial killers en face de nous. Et puis, on a des entrepreneurs qui sont vraiment sur parfois la cause du handicap, la cause sociale, ou parfois, ce qui est aussi ce qu'on a retrouvé pas mal dans nos différentes rencontres, qui mixent un petit peu les deux. Donc un peu sur des secteurs d'activité, parfois il y en a un qui a un secteur très business, il se dit là on va faire de l'argent, de l'autre côté on va faire du social, et puis parfois on essaie à la fois dans le même business de créer de l'impact social et en même temps de créer du chiffre d'affaires, parce que quoi qu'il arrive pour l'entrepreneur c'est quand même le nerf de la guerre. Oui, et surtout le business peut avoir un lien avec le handicap ou pas. Et c'est ça qui était assez intéressant. Et puis des fois même des entrepreneurs qui ont plusieurs business, et il y en a un en lien avec le handicap et l'autre pas en lien avec le handicap.
Voilà, et sur moi, mes parties, peut-être, ce qui moi m'intéressait le plus, c'était la question spatiale. Parce que souvent, les activités des entrepreneurs, c'est situé. Donc, il faut bien aller chercher des clients, aller chez les prestataires, aller à l'URSSAF, aller au greffe du tribunal de Paris. Tout entrepreneur sait que c'est un peu galère. Mais pas seulement ça, c'est que l'entreprise, en fait, elle se déroule en fait dans des espaces auxquels on pense moins, dans des cafés, dans ce que l'on appelle des tiers-lieux aussi, qui ne sont pas forcément accessibles, des choses qui nous paraissent simples. A priori, c'est pas simple pour certaines. La plupart des cafés parisiens, par exemple, ont beaucoup de toilettes en sous-sol, qui sont accessibles par un escalier. Donc tout le monde n'est pas en mesure, quand on est en situation de handicap moteur, d'aller aux toilettes. Voilà. Ou encore tous les menus qui ne sont pas traduits en braille. Même les personnes qui ne sont pas forcément formées à la question du handicap, et ça c'est quelque chose qui revenait souvent dans les entretiens, c'est que finalement, en fonction des personnes qui se trouvent en face, la situation de l'entrepreneur en situation de handicap, elle est plus ou moins bien vécue. Et aussi, donc moi sur les deux questions de l'espace, il y avait les espaces de travail et la mobilité. L'idée étant que pour aller rencontrer des clients, qui sont souvent dans des bureaux ailleurs, il faut pouvoir se déplacer. Donc il y a toute une partie sur le déplacement qui n'est là encore pas très simple, avec une forte tendance à l'anticipation, parce qu'il faut anticiper tous les obstacles qui se trouvent sur la route, des fois auxquels on ne pense pas. Et finalement, c'est des problèmes que rencontrent finalement toutes les personnes en situation de handicap, mais il y a des spécificités pour les entrepreneurs. Souvent, être entrepreneur, ça demande une certaine flexibilité aussi, des fois un rendez-vous qui est décalé au dernier moment. Et là, comment on fait, sachant qu'on a appelé le PAM il y a 3 jours et que finalement le PAM dit bah non, vous nous avez pas prévenu suffisamment à temps. Ou alors quand on est en fauteuil, on peut pas appeler un Uber, parce que le Uber il n'accepte pas forcément de prendre quelqu'un avec lui dans sa voiture, d'autant plus si la personne malvoyante a un chien, un chien guide. Donc il y a aussi pas mal de choses auxquelles on a été confronté dans cette recherche, et qui rend finalement notre bouquin assez riche sur ces différentes questions. Moi, il y a deux choses qui m'ont vraiment marqué en fait, et c'est pour ça que moi je trouvais que le sujet était aussi intéressant, parce que les personnes rencontrées étaient vraiment touchantes. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est cette force mentale et puis ce désir en fait de vivre et de combattre en fait. Pour certaines personnes qu'on a rencontrées, c'était très net en fait. On était dans la lutte, et parfois dans la lutte permanente, et je trouve que ça avait un côté entre guillemets romantique, dans le sens où il y avait cette impulsion de vie, cette force qui se dégageait, qui était relativement impressionnante. Moi, la deuxième chose qui m'a marqué, alors c'est qu'en fait la question des inégalités, parce que c'est un sujet qui me touche aussi beaucoup, la question des inégalités économiques était très présente finalement entre les entrepreneurs en situation de handicap. Sous-entendu, là je reprends l'exemple de la personne qui a plusieurs entreprises, qui a lancé plusieurs entreprises, qui marchent plutôt très bien. Donc là, il peut se permettre de payer quelqu'un pour l'aider et l'accompagner son handicap au quotidien. A contrario, on avait une start-upeuse qui venait de se lancer, et elle, très clairement, économiquement, elle ne pouvait pas se faire aider. Et on voyait tout de suite l'impact dans le business que ça pouvait avoir, d'avoir cette aide et cet appui économique pour pouvoir se déplacer plus facilement, pour pouvoir être accompagné plus facilement. Et ça, c'est un sujet qui m'a marqué, comme quoi les inégalités économiques sont vraiment partout, dans tous les types de catégories. Et là, je trouve que c'était encore beaucoup plus saisissant pour les entrepreneurs en situation de handicap. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'a un petit peu... c'est pas forcément quelque chose auquel j'avais imaginé au démarrage, mais ça a été tellement, c'était tellement diffusé dans les entretiens que je trouvais que c'était c'était un résultat assez fort en fait. Et surtout en termes de, je parlerai pas d'inégalité, mais notamment lorsque différents entrepreneurs ont différents écosystèmes de personnes aidantes autour d'eux, tous n'ont pas du tout le même rapport aux personnes qui les entourent. Il y en a pour certains, ils vont s'appuyer beaucoup sur leur famille, leurs amis, pour les assister dans le cadre du développement de leur business. D'autres, pas du tout. Ils se disent non, le business is business, ça c'est le côté pro, le côté perso, et justement ils essayent de séparer en fait un peu les deux mondes, même si cela signifie quelquefois d'être que le cheminement entrepreneurial soit un peu plus complexe. Et surtout, moi aussi, une autre chose qui m'a marqué, c'est que finalement, sur le même type de handicap et le même type d'activité,
deux personnes ne vont pas du tout avoir le même rapport en fait à l'entrepreneuriat et notamment leur rapport à l'espace et au déplacement, puisque c'était plus ma partie. Comme quoi la personnalité intrinsèque de l'entrepreneur, ça joue beaucoup. Et je pense que c'est finalement cette approche très qualitative qu'on a eue dans notre ouvrage qui pouvait démontrer cela, quoi. Ouais, à mon avis, ouais, démontrer la diversité des handicaps, des subtilités dans un même type de handicap, les vulnérabilités différentes, les perceptions différentes, les émotions différentes, même dans la création d'entreprise, tout de suite, au démarrage, on n'a pas du tout les motivations, les choix d'aller ou pas, si on peut considérer ça comme un choix, sont très diversifiés en fonction des types de personnes, et ça montre en fait une palette de diversité humaine dans l'entrepreneuriat et dans l'handicap, et je trouve que c'était très riche par rapport à ça aussi, et voilà. Je pense que c'est à peu près tout. En synthèse, après il faut lire le livre pour en savoir plus. On espère qu'on vous a donné envie d'en savoir plus. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est vraiment que moi, ce qui m'a fait vraiment avancer en fait dans cette recherche-là, c'est vraiment les personnalités touchantes qu'on a rencontrées tout au long du périple, parce que c'est vraiment un périple. C'est pas forcément facile, aisé de rencontrer des entrepreneurs en situation de handicap. C'est pas forcément facile d'un point de vue académique, d'un point de vue financier. On n'a pas eu de financement pour faire cette recherche-là, donc il y a quand même aussi des obstacles qui sont là, et on voit finalement il y a des réseaux parallèles d'entraide pour mener cette recherche à bien. On a eu quand même pas mal de soutiens qui sont venus un petit peu de partout, hein, du monde académique, du monde du business, qui nous ont bien aidé à faire rencontrer des gens. Et ce qui était aussi étonnant, c'était dans la rencontre avec les différents entrepreneurs, c'était vraiment par type de handicap. On s'apercevait vraiment qu'il y avait des réseaux par type de handicap, entre guillemets les personnes sourdes étaient avec les personnes sourdes qui allaient vous présenter des personnes sourdes, les personnes malvoyantes entrepreneurs allaient nous amener vers des entrepreneurs malvoyants. Ou aveugles. Donc là, il y avait aussi ce réseau dans le réseau qui était aussi impressionnant, sans parler des réseaux communautaires à l'intérieur des réseaux par type de handicap. Et on était à la fois sur des réseaux un petit peu fermés et à la fois dans des réseaux ouverts. Mais en tout cas, c'était un sujet qui est très très riche, je trouve, en tout cas. C'était un challenge de faire cette recherche pendant 3 ans, mais on a réussi. Voilà. De chaque type de handicap séparément. Alors, avez-vous l'exemple de la personne qui cumule au moins 2 handicaps? On a un exemple parmi les entrepreneurs en situation de handicap qui était à la fois malvoyant et à la fois handicap moteur. Et là, pour le coup, il avait une entreprise de formation à distance, et lui, en termes de déplacement, justement, le but c'était d'avoir une activité qui lui permette de travailler depuis chez lui, notamment. Et comment vous avez pu avoir des noms de personnes, comment vous avez pu les rencontrer et les sélectionner? Et est-ce que le critère le plus important pour eux, niveau frein à l'entrepreneuriat, c'est l'accessibilité dont vous parlez beaucoup, ou est-ce que ça peut être l'accès au crédit pour investir, etc. Est-ce que vous avez étudié cet aspect-là aussi? Voilà. C'est ces 2 questions aussi. Ouais, alors moi je vais répondre sur la question des financements. Alors ce qui est impressionnant en fait dans les entrepreneurs qu'on a rencontrés, c'est que moi j'ai pas senti des freins ou des résistances. C'est-à-dire qu'il y avait des difficultés, mais moi j'ai pas ressenti ça comme une résistance ou quelque chose qui allait faire qu'ils allaient arrêter l'entrepreneuriat. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la question des accès au financement, ça c'est un vrai problème qui a été soulevé très souvent, et même de manière récurrente. C'est peut-être le problème qui a été soulevé peut-être le plus dur en tant qu'entrepreneur, mais on voyait que dans leur stratégie, on voyait que c'était compliqué, que c'était voire très dur, voire impossible dans certains cas, mais il y avait des stratégies de détournement. Donc il y avait toujours cette idée en fait d'avancer, de continuer. Donc après, c'est vrai que les financements, c'est mieux si on obtient, mais on peut aussi, il y a toujours des stratégies pour faire autrement. Et même, il y a des personnes qui, justement, dans les personnes qu'on a rencontrées, qui ne voulaient pas aussi, à l'inverse, aller vers les financements publics, où il y avait une détermination à développer son propre business sans aide publique. Donc il y a aussi l'effet inverse. Il y a aussi des personnes qui avaient la représentation. Alors ça, c'est un petit peu un sentiment un petit peu ambigu.
on a envie d'aller postuler vers les financements, mais en même temps, on n'a pas envie d'être financé par le public. Et on sentait qu'il y avait une lutte aussi par rapport aux politiques publiques qui faisaient que finalement, ils n'allaient pas demander les sous, en fait. Et ils allaient faire autrement. Donc moi, je trouve qu'il y avait cette capacité de rebond à trouver des solutions un petit peu différentes. Et puis finalement, avoir des financements, c'est bien, mais on peut toujours faire autrement. Alors, parfois, c'est plus périlleux, parfois, c'est plus compliqué, mais c'est possible aussi. J'ai oublié la première question. Et sur la question, c'est comment on les a rencontrés? On aurait peut-être dû dire ça aussi au début. On a fait la recherche en plein Covid. Et ça a posé en fait plusieurs questions logistiques. Donc nous, on a privilégié l'entretien à distance. Alors je ne sais pas si la question était du fait de comment nous, on les a rencontrés de manière individuelle ou si on les a vraiment rencontrés dans le cadre de la recherche. C'est-à-dire connus, comment vous avez pu faire leur connaissance, avoir leur nom, leurs coordonnées et prendre contact, puisqu'apparemment vous ne travaillez peut-être pas en direct avec des personnes. Non. En situation de handicap. Alors déjà non, je vais juste rebondir par rapport à Claire, non, enfin c'était pas forcément privilégié que ce soit à distance. En tout cas moi, en fait il y a eu 3 entretiens. Pour le premier entretien qui était le mien, je laissais le choix, mais je me suis aperçu assez rapidement que leur choix c'était souvent que ça soit à distance, quasiment de manière exclusive, par question de facilité. Et là je rebondis par rapport à ce que dit Claire, c'est vrai que on était en période Covid. Mais alors, en tout cas, par rapport à comment on les a rencontrés, c'était vraiment du réseau. Tout a été fonctionné par réseau. On a des réseaux un peu diversifiés avec Claire. On a utilisé les réseaux professionnels, les réseaux académiques. Et après, ça a été beaucoup de bouche à oreille. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avait une personne qu'on avait rencontrée, qu'on trouvait très intéressante, on lui a demandé s'il connaissait quelqu'un. Et à chaque fois, il connaissait au minimum une personne. Donc, pour arriver au 20, ça a été beaucoup, en fait, de bouche à oreille au final. Et pour sélectionner les personnes, entre guillemets, sur la représentativité de l'échantillon, on a vraiment... Donc il y a des personnes qu'on a contactées et qui, au final, ne se sont pas retrouvées dans l'échantillon, tout simplement parce qu'il y avait des redondances, soit en termes de profil, soit en termes de business. Forcément, il y a eu plusieurs business dans la tech. Forcément, il y a eu plusieurs business, enfin, il y a eu 2 kinésithérapeutes, mais on a vraiment essayé de travailler l'échantillon pour avoir à la fois des femmes, des hommes, différents types de handicap, différents types de secteurs d'activité, différents types d'évolution d'entreprise, en démarrage, à la fin. Même on a une personne qui justement a quitté l'entrepreneuriat aussi. Donc l'idée c'était vraiment d'avoir un panel de 20 entrepreneurs avec des caractéristiques sociales et en termes de business qui soient relativement différentes, puisque nous, notre point de démarrage, c'est une recherche très qualitative. Donc ça, c'était notre objectif, d'avoir des profils différents, des diversités différentes, des personnalités aussi différentes, des personnes aussi qui sont en couple ou célibataires. Aussi un point, on n'a pas étudié, mais ça c'était assez enfin on n'a pas parlé, pardon, c'est un point super intéressant, la question aussi des études. On a une personne qui était archi diplômée, puis on avait des personnes qui n'étaient pas forcément diplômées, avec des business qui tournaient aussi bien. Donc là, c'était aussi la question des études était aussi assez importante aussi dans la diversité des choix des personnes rencontrées. Voilà, mais c'est vraiment du réseau bouche à oreille, à la fois business et à la fois académique. Et associatif. Et associatif. Parce que c'est vrai que le monde associatif aussi nous a pas mal aidé aussi. Mais même pour le monde associatif, parfois c'était très compliqué pour elles d'identifier des entrepreneurs en situation de handicap. Donc parfois on les a mis un peu mal à l'aise en essayant de rencontrer, de leur disant tiens on va rentrer en passant pas identifiés par le secteur associatif, même dans le secteur du handicap. Donc c'était pas forcément le bon biais. Parfois c'était plus simple d'aller sur le secteur pure business, en dehors de handicap, pour pouvoir trouver des personnes entrepreneurs en situation de handicap. Et les chambres de commerce et de métier? Alors, on a essayé et on n'a pas eu de réponse. Voilà, mais par contre, on a eu des commentaires sur les chambres de commerce, comme quoi certaines formations qui sont obligatoires normalement n'étaient pas accessibles. On a une entrepreneuse qui était sourde, qui arrivait, on lui dit vous devez faire cette formation, elle a dit mais est-ce qu'elle est accessible aux sourds, et on lui a dit non, elle dit c'est pas juste en fait. Enfin, c'est bon. Donc voilà, donc ça a été un peu... non, on n'a pas forcément un bon rapport avec les chambres de commerce. Et vous avez pu identifier les facteurs de succès là, de ces personnes. Ça tient surtout à leur personnalité, leur ambition, leur formation. Est-ce que vous avez pu identifier des critères de réussite qui ont joué en plus en plein Covid. Non, on n'a pas pensé le sujet comme ça. Parce que nous, je ne sais pas d'ailleurs, moi en tant qu'entrepreneur, c'est quoi une réussite entrepreneuriale? Est-ce que c'est le chiffre d'affaires? Est-ce que c'est le fait de créer une entreprise qui nous corresponde le plus?
Donc je ne sais pas ce qu'on peut mettre vraiment vers le succès entrepreneurial. Après, ce qui transparaît quand même, c'est vraiment la question quand même de la personnalité, de l'envie, de la niaque, la question des études, oui et non, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas été diplômées, qui ont très très bien réussi. Des personnes aussi qui avaient... Alors c'était plus pas forcément les diplômes, mais les réseaux qu'apportent les diplômes qui ont fait que ça a bien avancé, une culture aussi, un capital culturel qui fait que la personne, on a une personne qui a fait Sciences Po et Berkeley, tu sentais déjà que quand tu discutais avec cette personne-là, tout de suite, ne peut pas se permettre de ne pas être CEO de l'entreprise. Donc là, il y avait des dynamiques aussi internes qui faisaient que, bon voilà, c'était un peu ça. Mais le titre de l'ouvrage. Oui. Sur l'audace. Oui, l'audace, ouais. Là, c'était en plus une personne que j'aime beaucoup qui est en situation de handicap moteur et qui, cette personne-là, qui fait plein de choses. Parce que là, on est vraiment dans le multi-entrepreneuriat, qui s'est même lancé en politique à la députation, qui là crée un nouveau business, qui a été, elle, impacté par la Covid, puisque son business, c'était une agence de communication, s'est tue pendant la période Covid. Et c'est elle qui, justement, faisait transparaître l'audace comme quelque chose de vraiment puissant. Dans quelque chose de voilà, ouais. C'était ça, je pense que c'était assez marqueur, je trouve que la personnalité est un élément assez déterminant quand même. Clairement. Parce que quand même, quand on voit leur parcours, il y a quand même beaucoup d'obstacles à dépasser, à surpasser, donc là, le mental est quand même bien mis à l'épreuve tout au long du parcours. Allez-y, madame. Je ne me rappelle plus trop si on en avait parlé lors des entretiens. Du coup, je voulais savoir si vous aviez parlé de la question des réseaux d'entrepreneurs, comment les pénétrer quand on est entrepreneur en situation de handicap. Je ne me souviens plus si on a... Non, on n'a pas trop abordé ça. Parce que, en fait, dernièrement, c'est une question que je trouve intéressante. Parce que on essaye en fait de rentrer et d'essayer de participer à pas mal de... Et c'est hyper compliqué en fait. Et voilà. Bon, c'est un sujet qu'il faudra peut-être dans une prochaine étude. On te réinterviewera. Ouais, pas de souci. Hein. En plus, ça peut être intéressant que vous... parce que c'était en 2020-2021. Ouais. Et ça va très vite en fait quand on est entrepreneur. Donc... voir comment ont évolué toutes les personnes, ça peut être intéressant aussi pour vous. Bien sûr. Voilà. Ces personnes ont des entreprises depuis combien d'années à peu près? Ça dépend en fait, ça dépend des entreprises. Donc il y en a les serial entrepreneurs qui sont entrepreneurs depuis 20 ans, ça fait 20 ans. Ouais, et puis il y en a qui ont tout juste commencé, ils ont eu leur entreprise pendant même pas un an. Il y en a même qui sont retraités, on a interrogé des retraités qui ont eu 2-3 business au cours de leur vie. On a des bascules aussi dans les personnes qu'on a rencontrées, aussi des bascules du salariat classique vers l'entrepreneuriat aussi. Parfois, oui, à 30 ans, 40 ans. Et à chaque fois, ils vivent très très bien cette transition professionnelle. En tout cas, la ponctuation du parcours, ils sont très, très contents. Ou l'inverse aussi, des entrepreneurs qui finalement abandonnent parce que au bout d'un certain temps, ils disent finalement c'est peut-être un peu dur, c'est au détriment de ma vie sociale et familiale, et qui viennent vers du salariat aussi. Est-ce que ce sont des personnes qui ont bénéficié d'accompagnement à l'emploi? Il y a plein de sociétés et d'associations qui aident à la recherche d'emploi et même à la définition d'un projet professionnel. Est-ce que vous savez si ce sont des personnes qui ont été aidées, accompagnées, voilà. Vas-y. Encore une fois, il y a tout style de profil. Il y a par exemple une personne qui lui est accompagnée par exemple dans un incubateur à Station F. Il y en a plusieurs dans les personnes qu'on a rencontrées. Donc là, il y a vraiment un accompagnement global. Après, il y a des personnes vraiment qui ne cherchent pas l'accompagnement institutionnel et qui cherchent à développer leur business sans aide extérieure. Donc il y a un petit peu tous les parcours potentiels. Ouais, et puis on avait rencontré, donc finalement on n'a pas interrogé d'entrepreneurs de cette incubateur-là, mais il y a un incubateur spécialisé dans le handicap à Paris & Co, qui eux, justement, leur fonds de commerce, c'était justement le handicap, et d'avoir des entrepreneurs en situation de handicap dans l'incubateur.
Finalement, on n'a pas retenu quelqu'un de Parienco, mais en tout cas, il y a des accompagnements qui existent. Et de plus en plus. Il y a même maintenant des incubateurs d'entreprises spécialisés sur le handicap. Donc là, on s'aperçoit, nous, en tout cas dans le monde académique, que ça bouge quand même énormément, que la thématique commence à être portée par de plus en plus de chercheurs. Donc là, en tout cas depuis les 2-3 dernières années, là, ça bouge énormément sur cette thématique-là. Alors je ne sais pas sur quoi ça va aboutir à l'avenir d'un point de vue politique publique, mais en tout cas d'un point de vue article et livre, ça pousse et ça pousse, quoi. Sur politique publique, en tout cas au niveau local, parisien, je peux vous dire que ça tarde beaucoup, il y a du retard à l'allumage. Hein. Oui, mais ça, pour le coup, il y avait eu beaucoup de questions sur l'espace public et sur finalement comment on établit des compromis, parce que ne serait-ce que la question des trottoirs. En fait, quand on est en fauteuil, quand on est malvoyant ou quand on est sourd, c'est pas du tout la même manière de percevoir et de gérer l'espace public. Et c'est un des informants justement de notre ouvrage qui racontait quand il avait fait partie de réunions publiques à la mairie de Paris, justement, et que les associations de personnes en situation de handicap, de différents types de handicap, n'étaient pas d'accord entre elles. Ah oui. Voilà, en fait, chacun tire un peu la couverture à soi. Donc même au sein du monde du handicap, il n'y a pas forcément de consensus. Oui, mais alors du côté de la politique locale, je peux vous dire qu'ils nous font la totale là, parce que les malvoyants, malentendants, les handicapés moteurs, etc., ils vont être servis dans le quartier Pernéty-Plaisance 3 ans d'enfer. Qui nous sont annoncés. Je vous expliquerai ça plus tard. Là, je crois qu'ils vont faire l'union de toutes les associations, je veux dire, contre eux. Mais pour rebondir à ça, ce qui était intéressant aussi, c'est là, alors clairement, Paris n'a pas été positionné par les personnes qu'on a rencontrées comme dans le top de l'inclusivité. Oui, comme vous dites. Pour être parfaitement honnête. Voilà, pour honnête, oui, et voilà. Mais par contre, il y a des villes quand même qui ont émergé, très dynamiques, comme la région d'Orléans, Centre-Val-de-Loire, où là ça apparaissait comme et même moi, enfin, qui enseigne là-bas, j'étais assez surpris par toutes les innovations en termes d'accessibilité et en termes d'inclusion. Donc il y a des espaces locaux qui sont quand même très dynamiques. Voilà, dans l'ouverture et dans l'inclusion, et puis c'est vrai qu'il y a des espaces qui sont beaucoup plus fermés, avec d'autres logiques qui sont beaucoup plus compliquées, quoi. Les Hauts-de-France. Alors les Hauts-de-France, pas que je m'en souvienne. On nous a beaucoup parlé du Japon, finalement, où le Japon, ils sont très en avance sur ces questions-là de l'inclusivité. Mais c'est un peu loin, c'est plus loin que les Hauts-de-France, j'en ai un peu peur. Les caractéristiques des entrepreneurs en situation de handicap, leur profil est-il si différent d'un entrepreneur qui n'est pas en situation de handicap, finalement? Est-ce que vous détectez des caractéristiques spécifiques? C'est-à-dire, vous disiez l'audace, la ténacité, j'imagine, encore plus que pour quelqu'un de valide, entre guillemets. C'est peut-être encore plus, mais finalement les caractéristiques sont quand même similaires, hein. Même pour les personnes qui sont valides, l'entrepreneuriat ça reste compliqué avec plein d'obstacles et plein de complexités. Donc c'est peut-être encore plus, justement, comme vous disiez, peut-être parce que les caractéristiques, il y en a beaucoup de caractéristiques communes en termes de profil, de réseau aussi, l'impact du réseau familial aussi dans le business pur. Pour les entrepreneurs valides, c'est aussi hyper important. Love money, tout ça, hein, c'est... Moi, je dirais aussi le rapport qu'ils ont eux-mêmes avec le handicap. Alors, il y en a pour lesquels c'est une force et qui vont l'utiliser en termes d'arguments marketing. Et ça, je pense qu'un entrepreneur valide, il peut pas le faire. Hein. il va pas se vendre en tant qu'entrepreneur valide. Mais alors que d'autres, pas du tout. En fait, ils se disent, non, le handicap, moi je suis quelqu'un comme tout le monde, mon handicap ne devrait pas être un argument marketing. Donc en fait, il y a un rapport très ambigu entre dans le rapport qu'ils ont au handicap et de comment ils le mobilisent dans le cadre de leur business, en fait. Je pense que ça, c'est une spécificité, par contre. Après, par contre, oui, si on regarde un petit peu leur parcours, et d'autant plus pour ceux qui sont passés par l'entreprise classique, on s'aperçoit aussi que le choix de l'entrepreneuriat n'est pas forcément voulu au démarrage. Il y a des personnes très clairement qui ont été confrontées à des discriminations dans le monde de l'entreprise, des plafonds de verre, qui les ont amenés
de manière entre guillemets naturelle vers l'entrepreneuriat, donc c'est pas forcément un choix désiré. Donc là automatiquement aussi le profil, les motivations sont un petit peu différentes. Alors parfois il y en a qui rebondissent par rapport à ça en se disant bah oui, moi l'entreprise classique ça me convient pas parce que je peux pas déployer tout mon potentiel et qu'on me limite dans mes compétences et dans mon fonctionnement. Donc là on va essayer de déployer ça autre part autrement parce que j'ai pas le choix. Donc là ça c'est aussi peut-être une spécificité évidemment que les personnes valides n'ont pas dans ce type de contexte. Et j'imagine qu'il y a encore beaucoup plus d'hommes que de femmes. Alors, on a essayé justement d'avoir des femmes dans notre panel. Alors, on en a pas En mal. représentativité, je voulais dire. Alors, on n'a pas Ça, j'ai pas de de statistiques statistiques là-dessus, quantitatives, on n'en a pas. Ça, on peut sans doute imaginer qu'il y a toujours plus d'hommes que de femmes, mais on peut pas, enfin, on n'a pas les données, quoi. Ouais, et puis est-ce que c'est aussi vraiment différent des entrepreneurs valides ou pas? Parce que aussi dans le monde entre les entrepreneurs valides, là très clairement ça peut être très masculin dans certains secteurs d'activité. Donc est-ce que c'est aussi... Est-ce qu'il y avait il y a un événement qui vous a motivé pour justement faire ce sujet-là? Parce que vous avez dit nous on est entrepreneurs, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose, un déclic qui vous a poussé à faire cette étude? Dit autrement, pourquoi vous intéressez aux handicapés alors que vous êtes valide? Ah non, pourquoi pas, j'ai envie de dire, tout de suite. Je réponds. Vas-y. Alors moi j'ai commencé ma carrière comme éducateur spécialisé, donc moi toutes les questions sociales je suis assez sensible plus. Et puis c'est vrai que mon parcours, moi j'ai beaucoup travaillé avec les gens en difficulté et les enfants de la protection de l'enfance. Et je trouvais ça intéressant d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors au départ le handicap c'était pas forcément ça qui... quand j'étais jeune, qui m'intéressait le plus, c'était vraiment moi la protection de l'enfance, les jeunes délinquants, j'étais vraiment là-dedans. Et puis après, je voulais voir un petit peu, puisque moi j'avais pas mal d'amis justement qui travaillaient avec des personnes handicap, et ils étaient toujours, ces personnes-là étaient très sensibles sur ce sujet-là, et c'était une curiosité, et de curiosité, moi c'est plutôt les rencontres que j'ai eues avec les entrepreneurs en situation de handicap qui m'ont vraiment envie et donné d'aller beaucoup plus loin dans ce sujet. Donc et là je trouve que c'est un sujet passionnant parce que politiquement il y a plein de choses à faire, mais même intellectuellement c'est hyper intéressant parce qu'il y a tellement de diversité dans le handicap, avec même les personnes qui ont le même type de handicap, que c'est hyper enrichissant aussi intellectuellement. Donc là, il y a vraiment les deux scopes pour moi qui sont importants, le politique, l'action publique, et puis la question un petit peu intellectuelle et de comprendre les choses. Ouais, et pour moi, je pense que c'est quand j'étais enfant, j'ai passé beaucoup de temps dans le monde hospitalier en fait, et j'ai très souvent été entourée d'enfants en situation de handicap, souvent lourds. Et c'est quelque chose qui m'avait marqué en fait, et puis j'avais mis un peu de côté en grandissant, et puis c'est vrai que ça revient sous d'autres manières, sous d'autres formes, et je pense que j'avais besoin en fait de comprendre aussi quel type de vie on peut avoir. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose de finalement très instinctif, qui m'a pris comme ça. Et je sais pas, moi c'est toute la question des vulnérabilités en fait. Je pense, qu'est-ce qui fait qu'à la fois on est vulnérable et à la fois on peut être fort? Je pense que c'est vraiment cette contradiction-là, moi, qui m'a... Même dans mes autres travaux, hein, moi je travaille... donc moi à la base, je travaille en aménagement, et plutôt sur les vulnérabilités environnementales. Comment est-ce qu'on peut on peut transformer une faiblesse en force? D'ailleurs, est-ce une faiblesse? Voilà, et je pense que c'est ces questions-là qui m'ont vraiment motivée, et puis c'est surtout Julien qui m'en a donné l'opportunité aussi. Hein. Il m'a dit allez Claire, on fait un petit projet ensemble. Donc pour mêler sociaux, sciences de gestion et géographie, et là aussi c'est très inédit, hein. Ne serait-ce que dans le monde de la recherche, hein. Il n'y a pas forcément beaucoup de chercheurs de différentes disciplines qui trouvent des terrains en fait d'entente pour multiplier en fait les terrains de recherche d'un point de vue pluridisciplinaire, quoi. Mais c'est vrai, ce qui nous rejoint en fait, je pense, c'est vraiment la question des personnes, entre guillemets, on a discuté de dites vulnérables, c'est vraiment moi en tout cas mon... Voilà. Ouais, dites, mais c'est pour ça, c'est vraiment un travail, même moi, intellectuel, sur lequel je travaille encore en fait. Comment on peut définir finalement qu'est-ce qu'une vulnérabilité, comment on l'aperçoit d'un point de vue extérieur, mais aussi d'un point de vue totalement personnel. Quelqu'un qui ne se sent pas vulnérable, mais pour autant quelqu'un d'autre va l'apercevoir vulnérable en fait. C'est une question qui est très, très personnelle, je trouve. Et est-ce qu'il y aurait un type de handicap qui gênerait la création d'une entreprise? Enfin, un handicap particulier plus qu'un autre. Ou est-ce que c'est égal? Je veux dire, les difficultés sont les mêmes.
Alors ça dépend sur quel plan. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous, on ne s'est pas intéressé au handicap psychique. Donc ça, c'est une des limites de nos travaux. Donc je ne pourrais pas vous répondre sur cette question-là. Après, ça dépend sur quel plan. Par exemple, une personne sourde ne va pas avoir autant de difficultés à se déplacer qu'une personne malvoyante, par exemple, ou aveugle. Mais pour autant, la personne sourde va avoir plus de mal à communiquer par rapport à, dans la manière dont la communication s'effectue avec les partenaires, les clients, des choses comme ça. Donc c'est pas forcément, il y en a un qui est plus faible que l'autre, c'est sur quel champ, sur quel plan est-ce qu'on l'observe. Et tout en sachant qu'on n'a pas étudié le handicap psychique encore une fois. Et même nous, même dans l'entrée, dans la relation, dans la communication, dans le maintien de la relation, pour moi en tout cas, la personne sourde, c'était le plus compliqué. Donc c'est vrai que la question de la communication est aussi importante. Alors il faut utiliser leurs outils, même leurs outils parfois c'est pas aussi simple que ça, il peut y avoir aussi des confusions, parce que les outils sont pas aussi fiables à 100%, mais en tout cas, et même nous on est en train de faire l'idée de faire un film sur ce type de sujet, et ben là on s'aperçoit que c'est la personne sourde qui sera potentiellement dans le film, qui sera peut-être la plus compliquée à filmer, parce qu'il y a tout des images et une mise en scène à imaginer qui est plus complexe. Et par contre, on travaille évidemment dans les déplacements, c'est un peu plus simple. Si vous voulez satisfaire le public sourd, il faudra avoir la transcription écrite et la langue des signes. Ça, c'est déjà compliqué parce que ça sous-entend un budget qui est pas, surtout pour un film sur une durée longue, qui est pas rien. La transcription écrite, c'est relativement simple maintenant de mettre un sous-titrage visible, quoi. La langue des signes, évidemment, ça se complique. Là. D'un point de vue, ce sont des professionnels. Oui, mais d'un point de vue d'une production audiovisuelle, je veux dire, si tu veux, parce que maintenant, tu as des systèmes quasi automatiques qui ne coûtent pas très cher, qui te permettent de faire des sous-titrages quasi automatiques. Donc, je veux dire, en termes de budget, hein. Moi aussi, je suis entrepreneur et dans de très nombreuses activités, je l'ai été. Et donc, oui, le problème, c'est celui que tu as soulevé, c'est-à-dire la communication pour les muets, en tout cas, les sourds muets a fortiori, c'est paradoxal, mais c'est, paraît-il, extrêmement handicapant dans le rapport social. Parce qu'en plus c'est pas immédiatement perceptible, etc. Et donc, mais pour le restituer dans un projet comme ça audiovisuel, le seul avantage que ça a, c'est que maintenant il y a des techniques qui permettent en tout cas de rendre le discours de la personne muette, sourde, etc. Recevable, réceptible par le public, quel qu'il soit. C'est-à-dire que parce qu'en plus, oui, même les non-voyants, on peut sonoriser les sous-titres et donc faire parler les personnes muettes, etc. Non pas les faire parler, mais les faire entendre et comprendre surtout. Et c'est ça le point important. Ça, c'est l'avantage de ce genre de médium, d'utiliser les techniques actuelles de l'audiovisuel. Ça permet quand même non pas d'atténuer les problèmes, les handicaps, etc., mais en tout cas d'être vraiment un moyen de communication et d'échange. Ça, c'est clair. J'ai peut-être une petite question. Pas de problème. Concernant l'emploi, enfin, parmi les entrepreneurs en situation de handicap, combien avaient des employés également en situation de handicap? Est-ce que c'était quelque chose qui était plus facile pour eux, enfin, de recruter des personnes de leur connaissance, ou est-ce qu'ils cherchaient également des profils, alors j'ai envie de dire, peut-être avec un handicap léger ou sans handicap, pour augmenter dans certains travaux, c'est difficile à dire, hein, ce que je vais dire, mais en productivité, pour des travaux de type ouvrier, tout ça, ou bien, voilà, est-ce qu'ils ne cherchaient pas forcément au diplôme ou... Enfin, voilà. Je réponds. Comme tu veux. Moi, je veux juste rebondir là-dessus, c'est parce que même parce que moi je donne pas mal de cours aussi en RH, hein, même il y a des stratégies en entreprise pour aller chercher les personnes les moins handicapées possibles, mais qui rentrent dans la catégorie. Donc là, c'est pas forcément...
c'est pour qu'il soit le plus productif possible. Donc c'est une dynamique qui n'est pas propre à l'entrepreneuriat. Ça je le vois bien parce que maintenant on est dans des modèles où les services RH parfois essayent de détecter à tout prix la personne en situation de handicap, hein, parce qu'on est dans d'autres dynamiques. Alors parfois c'est bien intentionné, parfois ça ne l'est pas forcément. Mais pour rebondir à ça, alors il y a même l'autre option, c'est c'est-à-dire qu'on a une personne aussi qui, pour aller chercher les aides étatiques, va essayer aussi de recruter des personnes en situation de handicap. D'accord. Donc il y a aussi cette option-là, ce qui est totalement louable, pourquoi pas, hein. C'est un dispositif d'aide. En tout cas, très clairement, il y en avait un qui avait identifié, moi je vais faire ça, ce business-là, parce que je veux avoir les aides étatiques. C'était son objectif. D'accord. Et après les réseaux... Après, là, dans le monde, enfin, il y en avait 2 entrepreneurs sourds, et dont un restaurateur, dont le fonds de commerce, c'était justement de sensibiliser les entendants au monde des sourds, et donc il a des employés qui sont sourds. Et ça c'est délibéré, hein. C'est 100%. C'est délibéré, c'est fait exprès. Et un autre entrepreneur à Station F qui lui travaillait avec un de ses amis, enfin 2 de ses amis, qui étaient en situation de handicap moteur, pas à différents degrés en fait, mais qui travaillaient également avec lui, quoi. Mais ce qui est intéressant pour la personne sourde qui a créé son business, c'est-à-dire que dans son entourage, parmi les cuisiniers, les personnes devaient être sourdes, alors parce que c'est sa dynamique, c'est sa logique, mais par contre son associé, lui, devait être valide. Ouais. Parce qu'il y avait quand même des contraintes de communication qui étaient très compliquées pour lui, donc à un moment d'avoir une personne en tant qu'associé valide, forcément c'était un peu, pas obligatoire, mais en tout cas c'était plus profitable pour son business. Donc ça dépend des moments, ça dépend des contextes, mais en tout cas ce qu'on a vu, c'est qu'il y a quand même un réseau d'interconnexion qui est relativement fort, c'est-à-dire qu'il y a un entre-soi qui est quand même aussi relativement puissant, donc je suppose aussi qu'il y a l'entre-soi aussi dans la cooptation, dans le recrutement. Enfin, je suppose. Ouais, je suppose aussi. Comme dans tous les milieux, de toute façon. Si vous voulez vous intéresser au sujet des sourds, il y a dans le 14e un café qui s'appelle le Café Signe de la langue, et qui se trouve rue Jean Moulin. Et à l'école de LSF, la langue des signes française, rue de l'Ouest. C'est un quartier où il se fait beaucoup de choses. On a cru comprendre. Qui ignore complètement, d'ailleurs, encore une fois, nos édiles municipaux, mais voilà, vous êtes bien dans votre jus ici. Là. Vous avez parlé de Forja, peut-être Non, on n'a pas, oui. Donc il y a un centre de formation pour malvoyants et aveugles, qui est rue de l'Ouest aussi, et qui fait partie d'un dispositif qui existe en France. Je ne sais pas si les ESRP, les établissements et services de rééducation professionnelle, où vous avez pu avoir des gens qui sont passés dans un ESRP, qui ont suivi une formation, je ne sais pas, par exemple de secrétariat, comptabilité, ou autre, et qui après, ou kiné, et qui après montent leur entreprise, ou ça se passe en libéral. Pardon ? Il y a télévendeurs aussi. Oui. Donc moi je travaille à Villejuif, à le SRP Dino, vous connaissez peut-être, qui est présidé par Bachir Kéroumi. On connaît très bien aussi. Voilà, que j'ai invité ce soir, qui m'a dit qu'il n'était pas libre. Mais qui est venu ici d'ailleurs présenter un livre. C'est lui qui nous a mis en contact avec la librairie. Qui voulait vous féliciter de votre ouvrage, de votre travail qui a été présent pendant votre travail, je crois, après ce qu'il m'a dit. Et donc ces ESRP sont financés par la Sécurité sociale depuis la création de la Sécurité sociale. Il y en a une centaine en France, tout handicap confondu. Pour les aveugles et les malvoyants, il n'y en a pas énormément. Mais en général, c'est tout handicap. Alors pas pour les sourds, parce qu'effectivement ça pose des problèmes particuliers. Pour les sourds, il n'y en a que quelques-uns qui le font, comme pour les aveugles ou malvoyants aussi, d'ailleurs, c'est assez rare. Et ça peut permettre à des gens d'avoir une formation de base et après soit d'être salarié, soit de monter sa boîte. Et à Villejuif, donc on a une formation de kiné, par exemple. Les gens qui sortent avec leur diplôme de kiné, ils ont le choix, ils vont travailler en hôpital, en clinique, où ils s'installent à leur compte. Oui, d'ailleurs, on avait 2 kinés en fait dans le panel d'entrepreneurs. Qui avaient fait leur formation où ? Et ça, je ne me souviens plus. Il y a Valentin Huy qui fait ça à Paris, Guino à Villejuif, et puis sinon il y en a d'autres en France, il y a Clermont-Ferrand. C'était Bachir qui nous a mis en relation avec eux. Donc... Mais je sais pas. Ouais, là j'avoue, je sais pas.
J'en connais beaucoup. Donc Bachir Kéroumi est quelqu'un qui est devenu aveugle à l'âge de 17 ans et qui a fait un parcours assez extraordinaire qu'il a raconté dans 2 livres qu'il a écrits, un 3e qui va sortir et que j'aimerais bien qui nous a offert d'ailleurs pour les 2 premiers. Donc, Et vous avez interviewé aussi peut-être Didier Roche. Normalement, tous nos informants doivent être anonymes, mais vous les citez tous, on ne va pas y arriver. Oui, mais ceux-là sont devenus des personnages publics, d'une manière ou d'une autre. Ouais, mais disons que H-Up a dû intervenir. Eh ben, H-Up, on ne va pas se permettre de dire des choses alors qu'on est filmé. Mais... J'ai bien compris. Et les autres chercheurs vous ont aidé? Oui. Alors moi je fais un... Je peux? Vas-y. Je fais un big up. Alors là par contre, moi j'ai enseigné à l'INES-HEA, donc l'Institut National et c'est une super institution. Ah oui, c'est génial. Et donc il y avait une maître de conférence qui est très très chouette, qui alors voilà, on est aux antithèses de l'association précédente, qui a complètement ouvert, très agréable, et vraiment des experts en plus sur le sujet, qui est quand même vachement des experts sur le sujet, et en même temps qui ont été vraiment aidants, et l'INES-HEA pour le coup a été vraiment aidant, et c'est une super institution avec des super étudiants que moi j'aime beaucoup. C'était qui la conférencière? Zineb. Ah, c'est Zineb. Elle est trop géniale. Voilà. Quand les gens sont géniaux, ça se sait. Et si j'ai bien compris, vous avez anonymisé les témoignages. Et alors ça c'était assez paradoxal, et je le regrette absolument pas, parce qu'il y a des personnes qui se rendent pas compte de ce qu'ils disent parfois, et je veux pas qu'ils aient des ennuis par la suite. Donc je pense que c'est même plus prudent pour eux, c'est une précaution pour eux, parce que j'ai eu comme des paroles chocs, je me suis dit bon, c'est peut-être pas rendu compte, l'entretien pour moi s'est très bien passé, j'ai plein d'informations, tu t'es bien révélé, c'est chouette, t'es content aussi, mais je pense que quand ça se lit, c'est peut-être pas forcément profitable pour eux. Donc pour moi le désanonymat entre guillemets n'a pas forcément de bénéfice en fait, il n'y a aucun gain potentiel, enfin sauf après si on veut faire sous un autre format des entretiens où on peut valoriser des entretiens qui sont moins confidentiels, les anonymiser, ça c'est bien, sur d'autres supports, mais il faut que la personne soit au courant tout de suite. Mais sinon, moi je regrette absolument pas ça, parce que quand moi je retranscrivais mes entretiens, je me suis dit là il faut, heureusement qu'il faut anonymiser quoi. Parce que ça peut être assez violent, les retours et on se met toujours faire attention. Les aigreurs et les frustrations. Ouais, plus que ça, ouais. Mais peut-être qu'on peut deviner quand même. Si vous connaissez les personnes, forcément, je pense que si vous connaissez les personnes, vous allez... Enfin, il y a certains parcours atypiques. Ouais, il y a des profils exceptionnels. Voilà, des profils exceptionnels. Je pense qu'on on peut les reconnaître quand on est dans le monde du handicap et de l'entrepreneuriat. Tout de suite, on se dit, ah oui, ça ne peut être que... Tout leur domaine d'activité est cité, bien sûr. Bien sûr, oui. Puis d'autres qui sont plus anonymes. Donc là, c'est un peu plus compliqué, mais oui, il y a des figures, en fait, dans ces... Oui, et puis on s'aperçoit aussi que quand, justement, par exemple, Didier Roche, on parle d'entrepreneur sur son handicap, il y a lui qui apparaît en direct. Est-ce que vous avez fait parler les entourages, les aidants, les personnes qui travaillent avec... Parce que ça c'est peut-être une prochaine. Ça c'est intéressant. Mais par contre, c'est vrai, là où je vous rejoins, c'est que pour moi, c'était l'un des sujets que je trouve les plus intéressants par la suite, c'était vraiment la question de l'entourage. Oui. Pour moi, c'est le sujet... Enfin, si j'avais un autre sujet à traiter, enfin dans la continuité, mais toujours... clairement ce sujet-là. C'est passionnant, les relations de couple, c'est passionnant. Les employés aussi. Oui, les employés, mais même aussi comment... Je confirme, oui, parce que c'est passionnant. Mais évidemment, ça va viser un autre public beaucoup plus large, qui est celui qui justement ne sont pas handicapés, mais pour qui commencent à comprendre leur rapport à l'autre. Concrètement ce que ça représente. Donc je crois que l'entourage c'est très important. Ouais, je voulais aussi rappeler qu'on n'a pas été financé pour cette recherche. Donc on a fait avec les moyens du bord ce qu'on a pu, et déjà c'est 3 ans. Mais c'est vrai que effectivement c'est le sujet des entourages il émerge de toute façon qu'on le veuille ou non, et c'est vrai que c'est un sujet qui est hyper intéressant. Le couple aussi, parce que quand on parlait justement de la personne qui est repartie dans le salariat, c'est parce qu'elle le dit de manière très claire, elle n'a pas été encouragée par son mari à aller dans l'entrepreneuriat. Et que du coup elle est partie sur une sécurisation un petit peu de l'emploi qui peut s'entendre, mais en tout cas très clairement là on n'est même plus dans le soutien, c'est là on n'aide pas ou on ne veut pas, mais après chacun a ses raisons, c'est le dynamique de groupe. Après finalement est-ce que le handicap a quelque chose à voir avec ça? Parce que moi je connais beaucoup d'entrepreneurs qui justement
Oui, c'est vrai aussi. Voilà, c'est ça aussi. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des problématiques de toute façon qui sont inhérentes à tous les entrepreneurs. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, c'est intéressant. Mais c'était vrai que c'était intéressant quand même de creuser. Est-ce qu'il y avait la question d'insécurité derrière qui jouait? Elle était en poste salarié. Donc il y a, par rapport aussi au handicap, comment aussi le mari percevait? Est-ce que lui-même était en situation de handicap? On n'a pas du tout les infos là-dessus. Mais donc voilà, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Et moi, même par rapport à ça, à l'entourage, moi j'étais curieux, mais peut-être en discutant aussi également, il y a aussi la question aussi des enfants. Comment les enfants perçoivent ça? Est-ce qu'ils sont aussi moteurs dans le développement du business ou pas? Est-ce que c'est même par rapport au fait d'être parent d'un enfant, est-ce que c'est pas un acte de valorisation ou de reconnaissance aussi? Il y a tout ça qui est super intéressant. Et donc ça, je trouve aussi la question des enfants, c'est aussi, je pense que c'est un sujet aussi intéressant. Peut-être une question sur le type de handicap. Parce qu'en fait, bon, moi dans ma tête, je suis en fauteuil roulant électrique, j'ai l'impression que, après peut-être qu'on va me contredire, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que, en principe, les handicaps les plus lourds sont les handicaps moteurs. Alors il y a aussi les handicaps, je crois qu'on dit psychiques, c'est ça? Mais ma question, c'est de savoir si vous avez pu, si vous avez on va dire quand même une part d'entrepreneurs en fauteuil roulant électrique. Oui. Vas-y. Bah justement, ça c'est intéressant parce que justement c'était... Bah oui, moi c'est une des personnes qui m'a le plus marqué parce qu'on s'apercevait que dans sa... Bah voilà, elle vivait en cité dans une tour et elle nous racontait que voilà, quand l'ascenseur ne marchait pas, c'était fini sa journée. Qu'elle n'avait pas, quand je parlais justement d'inégalité économique entre des personnes entrepreneurs en situation de handicap qui avaient de l'argent et ceux qui n'en ont pas, clairement je pensais à elle en fait. Et ça c'est elle qui l'a ressorti, j'ai pas d'argent, je peux pas me faire accompagner. Donc déjà, l'ascenseur s'il ne marche pas chez moi, déjà c'est compliqué, ma journée elle est terminée en termes de mobilité. Après il y a la question des bus. Ah bah là quand je l'avais appelée, donc elle m'appelait, on s'est échangé. Le bus est passé, il l'a pas vu, boum, il a avancé. Après, elle raconte, là j'étais un peu culpabilisé, et après elle prend le métro, pas de bol, l'ascenseur du métro fonctionne pas. Donc là on s'apercevait que toutes les dynamiques étaient enclenchées, que c'était vraiment beaucoup compliqué. Et en plus, anecdote, mais qui est vraiment pas drôle, elle était incubée à Station F, elle est tombée à Station F dans les escaliers de Station F. Mais en tout cas, il n'y a rien de grave. C'était beaucoup moins grave, voilà, qu'on aurait pu l'imaginer. Mais voilà, donc là, Station F aussi, dans ses logiques d'accessibilité, là, c'est son fauteuil roulant qui a glissé, elle est partie en chute libre. Donc on s'apercevait que là, et je pensais à son partenaire, son associé, qui lui était en fauteuil et non électrique, qui lui racontait par contre que si par exemple l'ascenseur ne fonctionnait pas, non pas l'ascenseur, l'escalator ne fonctionnait pas, c'est pas grave, il pouvait porter son fauteuil, se mettre debout et après il se remettait en position assise. Donc là on s'apercevait que là concrètement on n'est pas du tout dans les mêmes entre guillemets, même handicap, mais pas du tout les mêmes configurations, les mêmes dynamiques. Et surtout je reviens sur Station F parce qu'ils étaient tous les deux incubés à Station F. En fait, ils n'ont pas du tout la même expérience de cet incubateur-là, parce que pour celui qui était en fauteuil non électrique, en fait, l'accessibilité de Station F a été pensée pour lui, mais par contre, au niveau des bureaux, en fait, et des salles de réunion, en fait, ça passait pour lui, mais ça ne passait pas pour celle qui était en fauteuil électrique. Et donc du coup, voilà, il y a ne serait-ce que... Puis on a eu un troisième entrepreneur incubé à Station F qui lui était non-voyant et qui disait ah bah oui c'est super Station F, voilà pour se déplacer, ok, mais il y a genre 10 applications pour aller imprimer un document à l'autre bout, et en fait... alors que lui, il n'avait pas forcément des difficultés d'accessibilité, mais il avait dans l'usage en fait des locaux et des différentes infrastructures, parce que ça aussi c'est une chose à laquelle on ne pense pas. Il y a les locaux et puis après il y a tout le matériel en fait autour, ne serait-ce que pour les kinés justement des logiciels en fait, des solutions logicielles adaptées, qui ne sont pas forcément du coup, mais voilà, en fait pour un même incubateur. Pour un même handicap, un handicap moteur et différentes situations de mobilité, on peut ne pas avoir la même expérience. Et pour rebondir à ça, parce que je pensais justement quand je parlais d'inégalité économique, et ça met un exemple qu'elle m'a donné qui était hyper marquant. Elle me dit qu'elle avait besoin d'être accompagnée pour les soins, pour l'hygiène et tout ça, et que donc du coup, son timing était quand même très serré.
C'est-à-dire que tout devait être planifié. Ouais. Et c'est-à-dire qu'il y a vraiment des temps où, clairement, elle ne pouvait pas être dans la situation d'entrepreneuriat et que si cet endroit n'était pas là, c'était fini en fait. Et donc du coup, il y avait toute une logistique qui devait être créée autour d'elle. Donc c'était assez impressionnant en fait. Okay. Vous êtes en train de découvrir que les personnes en situation de handicap doivent tout anticiper et que dans le trajet, particulièrement, il y a un temps qui est quasiment le double des valides. Je me souviens, on avait fait des petites statistiques sur le temps de déplacement. Donc en effet, c'était ça qui était assez intéressant. Les personnes en situation de handicap mettent plus de temps à se déplacer, mais les entrepreneurs en situation de handicap se déplacent plus que des personnes valides non entrepreneurs et elles se déplacent plus loin. C'est vrai. Donc c'est un peu, là aussi c'est un peu un paradoxe, c'est que oui, mais ça peut être aussi vu comme une double peine. Bah ouais, mais du coup, du fait de leur business, ils sont plus mobiles que des personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Et ça aussi, quand on commence à faire des statistiques, c'est là où ça devient un peu intéressant et croustillant, parce qu'on se dit... double peine, pas forcément, parce que les personnes qui se déplaçaient étaient vraiment ravies aussi de se déplacer. Hein. Oui, c'est bien. C'était quand même un bol d'air aussi, on avait des grands voyageurs. Oui. Quel plaisir pour eux d'aller au Japon, nous raconter ses voyages. Oui, bien sûr, mais je veux dire, en termes d'astreinte, le fait que justement, du fait de leur handicap, ils aient cette envie supplémentaire de se déplacer, et qu'ils y arrivent, hein, ça c'est à leur crédit, bien sûr, mais c'est quand même une double peine, puisque c'est précisément du fait de leur handicap, les choses se compliquent considérablement. Mais c'est vrai que le problème de l'accès... qui est d'une grande actualité dans le quartier en particulier, accès à accessibilité, y compris accès au commerce. Et là, vous verrez ma doléance à Madame Hidalgo pour qu'elle intervienne auprès de nos édiles municipaux du quartier, qui sont assez catastrophiques à peu près pour toutes les formes de handicap. Mais ce problème d'accessibilité aboutit, là on évoquait le politique, c'est celui sur lequel... ils ont des postures, en tout cas, ils prétendent faire des choses parce que c'est le plus visible. Mais ce qu'il y a de bien, et c'est là je voulais en revenir à ce que vous venez d'expliquer, que je découvre, hein, c'est que c'est important de noter que oui, il y a l'accessibilité, mais il y a surtout, peut-être pour tous, y compris ceux qui précisément ne sont pas handicapés moteurs, et qui sont quand même très nombreux aussi, il y a l'usage de l'outil professionnel. Je crois que alors tu voulais dire quelque chose. Voilà. Oui, je disais qu'effectivement, le handicap, de toute façon, du fait de notre handicap, on repousse tout le temps les limites. On est tout le temps en train de... Et c'est hyper compliqué aussi hein, de les connaître et de s'écouter. Mais donc c'est pour ça aussi que, vu qu'on a toujours en habitude de repousser les limites, on va le faire jusqu'au bout, quoi. Donc pourquoi pas se déplacer alors que c'est galère. C'est pas une galère qui va nous empêcher, en fait. C'est ça le truc, c'est que... tant pis, on y va quand même, de toute façon on y est, on n'a pas forcément le choix. Voilà. Et alors, pour essayer de voir un aspect positif dans tout ça, est-ce que ça ne devient pas finalement stimulant? Ah bah oui, tout à fait. Si. De se dépasser, et puis de voir qu'on y arrive, et de voir qu'il y a un... Alors après, au-delà de ça, quand nous on est dans l'entrepreneuriat social, donc c'est encore autre chose, du coup quand on voit qu'on a des impacts positifs dans notre travail vis-à-vis des personnes qu'on touche, c'est génial, quoi. Donc le jeu en vaut clairement la chandelle, quoi. Donc, après, là il y a eu les grèves, c'était pire que tout, parce que nous qui nous déplaçons tout le temps en transport, voilà, il y a plein de fois où on était obligé de rester chez nous parce que on n'a pas de voiture, donc voilà, on reste chez soi. Mais c'est pas grave, on trouve d'autres moyens. Et pourtant, vous n'êtes pas handicapé moteur. Ah non. Voilà, non, mais j'en reviens au début de la discussion avec le jeune homme. Donc, je veux dire, il faut avoir une perspective assez large. C'est principalement le problème, j'ai l'impression, parce que dernièrement, j'avais accepté d'être interviewé par une chaîne de télévision pour parler des grèves des éboueurs. Et en fait, ça devenait vraiment compliqué en fauteuil roulant parce qu'on pouvait même plus circuler, on devait rouler sur la route, aller sur les pistes cyclables, enfin bon. Et le problème, ce qui est incroyable, c'est que il y avait mon nom, mon prénom, tout, et sur Twitter, je me suis pris
une avalanche de... Non, faut pas. Mais non, mais ça forge, c'est intéressant quand même, c'est très intéressant, parce que en fait, je voyais les différents points de vue de certaines personnes qui disaient que oui, rien n'est fait à Paris, moi qui ai l'impression malgré tout que oui, on ne fait pas assez, mais comparé, moi qui suis allé à Johannesburg une fois, je suis allé là-bas, je peux vous dire que Paris c'est paradis. Après, Johannesburg c'est quand même un cas particulier. Alors c'est quand même un cas particulier, mais bon, qui fait avec les moyens du bord. À l'époque, pareil, on aurait pu dire, je me souviens, il y a toujours pire. En 2013, on nous disait que Madrid était... en 2013, on nous disait aussi que, soi-disant, à Madrid, c'était plus ou moins le dépôt de bilan, alors que moi, je suis allé étudier là-bas, j'ai trouvé que c'était largement plus accessible qu'en France, même qu'à Paris. Surtout avec comment dire, une intelligence d'esprit qui est différente. Ok, on n'a pas beaucoup d'argent, mais dans ce cas-là, on va faire des adaptations qui coûtent moins cher. C'est comme à Barcelone. Plutôt que de dire on va mettre tout le quai à niveau du métro, on met juste la partie avant du quai. Ce qui est déjà beaucoup plus intelligent, ça coûte beaucoup moins cher. Enfin voilà. Mais bon, voilà, je me suis pris une avalanche de commentaires. Et c'est vrai que quand on essaye de réfléchir, j'ai l'impression que dans le milieu du handicap, alors évidemment c'est toujours pareil, les personnes en fauteuil vont donner des idées, mais uniquement les avantages en elles. Après les sourds et malentendants d'un côté, les aveugles de l'autre, et ainsi de suite. Et c'est le problème, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vision globale sur les adaptations à ce niveau-là. Bon, après c'est parce qu'aussi on est encore trop peu nombreux à sortir et à vouloir aussi se confronter à tous ces trucs-là. Hein. C'est vrai, mais je pense que après c'est une question, je pense qu'en fait surtout il faudrait qu'il y ait, comment dire, j'ai pas envie de dire un colloque du handicap, mais que toutes les personnes en fauteuil, vous voyez, là, je me trompe déjà, toutes les personnes en situation de handicap essayent de se mettre dans le handicap de l'autre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour avoir cette vision globale et peut-être apporter des adaptations globales. Et puis même en incluant, j'ai envie de vous dire, bon là ce sont des personnes qui n'ont pas de handicap, mais j'imagine les parents qui sont avec des poussettes, des enfants, les personnes âgées, les personnes qui ont des difficultés pour marcher mais qui ne sont pas pour autant considérées comme des personnes handicapées. Il faudrait que voilà, peut-être qu'il y ait une réflexion un peu plus globale sur un peu tout, quoi, mais c'est compliqué, mais bon. Non, je suis d'accord. Hein. Ce serait chouette. Après, est-ce que c'est toujours la même chose? Tu as des enjeux politiques, financiers. Est-ce que finalement on est une population qu'on a envie d'émanciper, ou bien une population qu'on a envie qu'elle reste chez soi? Moi, je pense qu'il y a un argument, en tout cas pour moi, qui ne fait aucun doute, dans le sens où, je le vois, je l'entends souvent à la télé, la sédentarité, c'est pas bon, c'est un facteur d'aggravation de la mortalité, donc bon, et j'ai envie de vous dire, j'ai vu, quand on est issu du milieu du handicap, surtout en handicap moteur, on voit des personnes partir, plein de personnes partir avant soi. Donc le simple fait de se dire que potentiellement ces personnes-là ont une durée de vie qui est plus courte que la moyenne, alors pas pour tous les types de handicap évidemment, là, je pense que rien que pour ça c'est un argument qui fait qu'on ne peut pas se permettre de les laisser vivre à 30% alors qu'elles pourraient vivre à 100%, quoi, pendant une courte durée de temps, pour certains. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, je suis bon. Un commentaire? Ou alors on passe aux questions suivantes, ouais. Ou après on peut conclure et... alors donc je vous laisse conclure. Moi j'avais simplement une question. Alors, Patricia. Alors j'ai bien compris que vous aviez traité le sujet très au niveau micro, mais au niveau macro, est-ce que vous pensez que la solution TIH serait une solution pour limiter le chômage des personnes en situation de handicap? J'ai pas entendu en fait, t'as entendu ça? Est-ce que la solution macroéconomique, à la différence de la microéconomie que vous avez menée, permettrait de diminuer le chômage des travailleurs handicapés, des personnes handicapées non travailleuses?
C'est chaud de répondre à cette question. Hein. Est-ce qu'en fait, c'est la solution miracle au chômage des personnes handicapées? Une solution miracle. Pour les personnes valides. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur aussi. Oui, il n'a pas envie. Aussi. Je pense qu'il faut que ce soit un choix. Perso. Franchement, moi aussi, je ne me sens pas équipée. Pour les cours, on n'a pas fait des études en sciences politiques, ni en... Moi je peux apporter un témoignage pour les valides. Je vais essayer de le faire brièvement. Là aussi, le quartier est également impliqué parce que, comme vous le savez peut-être, notre première ministre habite à quelques centaines de mètres d'ici, mais à l'époque, elle était ministre du Travail. Et une chose qui n'est pas assez dite, mais nous l'avons éprouvé clairement, nous commerçants, petits commerçants, etc., c'est que les bons chiffres dont on vous parle actuellement de l'emploi, le chômage aurait diminué, tout est fait, et risque de se dégrader rapidement, sont pour l'essentiel dus aux efforts en particulier de Madame Borne en tant que ministre du Travail. Et nous étions en première ligne, je vous raconterai ça une autre fois. Nous avons un peu servi par un concours de circonstances d'entreprise test sur l'apprentissage. L'apprentissage dans les TPE, etc. Et de manière plus générale, là, il y a eu un énorme progrès qui a été fait. Et pourquoi j'évoque ce fait-là? Parce que ça a consisté à s'intéresser à des particularités extrêmement concrètes, puisque l'apprentissage, ça concerne surtout dans des entreprises comme les nôtres, les commerces de proximité. On est amené à prendre en compte des questions qui ne sont pas du tout des questions macroéconomiques. C'est là que je voulais en venir, qui sont extrêmement micro, pour reprendre tes propres termes. Et donc, c'est pas pour dire que le problème des différents handicaps et de leur possibilité d'emploi adapté soit le même, mais la démarche qui consiste à s'intéresser justement à partir du micro, plutôt que des grands chiffres de la comptabilité nationale ou les statistiques de l'INSEE pour prendre des mesures quelles qu'elles soient, il me semble que c'est une manière de s'intéresser à la question ou de répondre à la question que tu viens de poser. Mais après, on n'est pas allé sur l'angle politique publique dans le sens faire des préconisations, c'était pas l'enjeu, on était plus dans le mode compréhension en fait. Parce que là, encore une fois, je trouve que les politiques publiques, et là je rejoins complètement Claire, là c'est plutôt au rôle des politistes de connaître, de savoir dans le détail, dans les règles, dans les règlements, dans la loi, ce qui existe déjà, ce qu'on peut transformer, ce qu'on a envie de transformer. Et ça, pour moi, c'est un autre métier. Oui, mais en ayant connaissance du problème à résoudre. Ah oui, je dis bien. C'est ça que je veux dire. Nous, on est dans là. Les personnes réellement concernées. Voilà, les experts. Après, c'est ça, hein, c'est comme je disais l'entre c'est ça, c'est ce qu'il y a une vraie connexion potentielle et une envie des deux milieux, parce que même on s'aperçoit dans le milieu académique, le milieu académique n'a pas forcément envie de rencontrer le milieu politique, ça c'est vrai aussi, pour X raisons, mais il y en a certaines, c'est parce qu'on a peur que nos résultats soient transformés, qu'on prenne une partie du résultat et pas l'autre, qui défend complètement tout, qu'il n'y a pas forcément de complicité comme ça de base entre le milieu intellectuel, entre guillemets, et le milieu politique. Et puis à l'intérieur... Croyez-moi, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de passerelles. Sont peut-être pas aussi évidentes que vous le pensez, je dirais même, à mon avis, il y en a trop d'ailleurs. Enfin, bon. Je ne suis pas forcément d'accord. Entre le milieu intellectuel, académique, politique, médiatique et journalistique, je peux vous dire, c'est en réalité le même milieu. On parle pas de la même chose. Voilà. Oui, enfin, peut-être oui. On parle pas de la même chose. On ne doit pas parler de la même chose. Non, mais non, si, ça, je suis à d'accord. ce niveau-là, il y a plus que des passerelles. Il y a des connivences et, pour ne pas dire, des conflits d'intérêts. Mais on ne parle pas de la même chose dans le sens où, par exemple, les experts sur les questions de handicap n'ont pas forcément de connexion directe avec les politiques qui devraient et qui sont spécialistes de la question, enfin, qui traitent de la question du handicap. C'est sur le terme académique qu'il y a peut-être un petit malentendu. C'est peut-être ça, je ne sais pas. Bon. La conclusion. Oui. Et après, le réconfort. Conclusion, on est ravis d'avoir été ici avec vous, de répondre aux questions. Et puis ravi de faire cette recherche et d'avoir rencontré des personnes très très chouettes, parce que c'est quand même ça qui a été aussi le moteur, qui ont été même très stimulantes, je trouve, par rapport à la vivacité des réponses, par rapport à l'enthousiasme aussi de traiter ce sujet-là, parce que il y a Anne-Laure qui fait partie aussi des personnes qu'on avait rencontrées. Je crois que c'était des personnes qui ont été non, mais je très crois que moi chouettes à je suis rencontrer. plus du tout anonyme. Demande au RGPD. Je sais plus quel est le prénom il a changé dans le livre.
Voilà. Ça va être le jeu, ça va être... Non, faut pas les couper, ça. Il faut faire lire le livre. Hein. Le but, c'est quand même que les gens achètent et lisent le livre. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, ceux que ça intéresse d'ailleurs dans quelques instants. Donc, il ne faut pas dire, voilà, le jeu, c'est qui est cette personne que nous voyons. Découvrez quel est le personnage dans le livre. Non, mais moi, j'en ai reconnu, même dans l'article que j'ai lu ce matin. Ah, t'en as reconnu? Bah oui, dans les il faut être sûr que t'es bien reconnu. Hein. Ça, c'est peut-être pas sûr. Hein. Ouais, c'est un petit micro. Après, c'est pas grave. Hein. Enfin, moi, j'ai. En plus, personnellement, vous nous l'aviez dit que tout était anonyme. De toute façon, c'est ce qui nous a permis aussi, je pense, pour la plupart, de pouvoir nous livrer aussi. Parce que comme tu disais, Julien, il y a des gens, à mon avis, ils se sont lâchés. Ah, c'était des propos très corrosifs. Quoi. Ouais. Et puis, moi, je suis allée un peu dans le perso aussi, donc c'est vrai qu'effectivement, c'est pas plus mal que ce soit anonyme. Puis les questions des vengeances, c'est toujours moi ça qui m'avait inquiété pour eux, en fait. C'est ça. Et voilà, le retournement de bâton peut être assez violent. C'est pour ça que je trouve qu'anonymiser, surtout que ça n'a pas de valeur ajoutée. Non. Enfin, qu'on ait votre nom, votre bon souci. Voilà, on fait autre chose si vous voulez, on fait un article ensemble, voilà, et tout est désanalysé, pour moi c'est un autre travail. Mais le problème se posait parce que le témoignage lui-même avait une valeur, avait un intérêt, c'est ça. Donc il fallait le garder, et donc c'était peut-être mieux pour le témoin de l'anonymiser. Ah bah complètement. C'est pas pour moi, hein. C'était pour eux. Hein. Pour la personne. Moi ça pose pas de souci. Hein. Après leur retour c'est pour eux en termes de business, de partenariat avec les politiques publiques. C'est ça. D'autres choses, c'est peut-être pas forcément sexy à entendre certaines choses qui ont été dites, quoi. Donc, mais ça, c'est ce que tu dis, c'est peut-être ça qui a permis aussi la parole vraie, la parole authentique, et qu'on a eu des vrais témoignages qui ont été quand même relativement puissants, et parfois sans filtre. Donc, voilà, sans filtre, il y a ses avantages et ses inconvénients. Eh bien, maintenant, lisez le livre, je le remettrai à l'image, et en tout cas, bravo. Et merci pour votre travail. Et merci à toutes les personnes qui nous ont aidés, il y en a quelques-unes ici. Voilà, donc là, on va...